Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de LRC. Aujourd'hui, on va parler de carrière et pas des moindres, hein. On parle vraiment d'un passage de la NASA à la recherche clinique. Donc, restez jusqu'au bout, c'est très, très intéressant. Donc, cette personne, c'est Alexandre Malouvier. Je suis très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci Nawel. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Alexandre Malouvier, je travaille dans une grosse CRO qui s'appelle Icon, où je suis directeur des affaires scientifiques et de l'innovation digitale. Donc c'est un poste assez intéressant qui est unique dans ma boîte. Je suis actuellement dans le département du MAPI Research Trust, donc je m'occupe où on s'occupe des PRO et des endpoints digitaux, et je fais partie à 50% de mon temps du centre d'excellence en IA de Icon. D'accord et quel a été ton parcours, pour arriver à ce poste-là? Qu'est-ce que tu as fait comme études, au début? C'est quoi ton cursus? Alors il faut remonter à ma tendre enfance où j'avais 2 passions dans la vie qui étaient l'espace et les champignons, ce qui n'était pas lié. L'espace parce que j'étais un lecteur de science-fiction avide. Les premiers bouquins que j'ai lus, c'était les bouquins de Jules Verne, dont 20 milieux sous les mers et autres, donc j'ai lu tout Jules Verne quand j'étais en début de CM2, donc ça m'a beaucoup marqué et ça m'a orienté vers le métier d'astronaute, en fait, que je voulais faire. Et en parallèle, je viens d'une famille, par mon père qui est périgourdine, hein, donc depuis que je suis tout petit, j'ai appris à ramasser les champignons et comme j'avais un père naturaliste, je me suis intéressé aux champignons, ce qui m'a amené à m'intéresser à la tox, un petit peu en parallèle et c'est comme ça que donc j'ai tenté de alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà eu un appel pour astronautes en France. Il y avait eu Jean-Loup Chrétien et d'autres qui étaient passés, puis il y avait eu un nouvel appel et moi, j'étais trop jeune à l'époque pour candidater et je savais qu'il n'y en aurait pas avant un certain temps. Donc ma seule façon pour moi de voler, c'était d'être ce qu'on appelle un payload spécialiste, un opérateur de charge utile, donc quelqu'un qui fait une expérience, qui vole une fois ou deux sur des expériences précises et qui après revient à la vie civile. Donc moi, c'était ce que je visais. Donc pour ça, j'ai essayé de faire médecine, mais à l'époque, il y avait un numerus clausus assez sauvage et ça n'a pas marché. Mmh. Donc je me suis orienté vers des études de physiologie, en fait, de physiologie humaine, ce qui n'était pas très commun à l'époque, en me spécialisant dans ce qui est toujours ma spécialité, en fait, la physiologie environnementale. Et en parallèle à ça, toujours les champignons, donc j'ai fait des études de tox, et pendant mes études de tox, j'ai fait une attestation, de toxicologie et de pharmacologie clinique, donc c'était vraiment le début de la recherche clinique. C'est comme ça que j'ai découvert les métiers, mais un petit peu complètement par hasard. Donc j'ai fait un doctorat, sur les effets de là où j'ai étudié les effets de la gravité sur le squelette et j'ai eu la chance après assez extraordinaire de pouvoir partir faire un postdoc à la NASA, donc j'ai passé 4 ans dans la Silicon Valley au Ames Research Center, à travailler sur les mêmes sujets. Donc, je suis devenu à l'époque un spécialiste de l'hypergravité. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions de vol. Donc, j'ai Mmh. fait de la culture cellulaire, j'ai travaillé sur des rats aussi, qu'on centrifugait pendant des semaines. Donc, ils vivaient à 2G, c'était assez rigolo. Et le miracle est arrivé. Donc, j'ai été sélectionné pour la mission SLS-3, qui était une mission qui devait embarquer 2 singes Rhésus et c'était un vieux projet, le projet Rhésus qui avait plus de 25 ans, je crois, entre la NASA, le CNES et les Russes. Donc c'était quelque chose de très intéressant et tout ça malheureusement 2 semaines après ma sélection est tombé à l'eau. La mission a été annulée, pour des Quelle raisons politiques. En déception, fait, j'imagine. c'était une énorme déception à l'époque évidemment et du coup, c'est là où on a décidé de rentrer en France. Donc j'aurais pu prendre la direction du labo à l'époque, mais on voulait pas vivre aux États-Unis. D'ailleurs, on avait aussi 2 jeunes enfants, dont un qui est californien. Donc on a décidé de rentrer en France pour qu'ils connaissent leurs grands-parents. Et là, du coup, je suis retourné dans mon ancien labo où j'ai fait un postdoc financé par l'Agence spatiale européenne. Mais voyant qu'il n'y avait plus absolument aucun avenir dans mon champ d'études, j'ai décidé de trouver un nouveau boulot. Et là, c'est d'ailleurs pas moi qui ai trouvé mon boulot, c'est ma femme de l'époque et qui est rentrée un samedi matin. On était au chômage tous les deux en même temps. Elle est rentrée un samedi matin en me disant, il y a une annonce bizarroïde. Ils recherchent un docteur, donc médecine, pharmacie ou biologie, trilingue. C'était tout ce qu'il y avait sur l'annonce. Et OK. donc le lundi d'après, j'avais un entretien et j'étais embauché dans la semaine. Donc c'est comme ça que j'ai démarré en fait comme attaché de recherche clinique dans une entreprise pharmaceutique, qui existe toujours, qui s'appelle Debiopharm. À l'époque, Oui. c'était la filiale France qui s'appelait Debioclinique et c'est comme ça que je suis devenu attaché de recherche clinique. D'accord, waouh. Donc à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant d'écoles, autant de formations, autant de voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment il faut passer par la case formation, stage et cetera pour commencer en tant qu'arc, alors bon, bien sûr que tu avais le background,
Ça, c'est non négociable. Je pense qu'on ne peut pas, prendre quelqu'un qui a fait, je sais pas, des études dans le bâtiment et qui va aller faire la recherche clinique. Mais voilà, c'est vrai qu'il Alors y a j'ai vu quelque chose de commun entre les personnes, qui ont commencé la recherche clinique très, très tôt, où elles n'ont pas vraiment fait la même formation que nous, aujourd'hui. tout à fait. Et déjà à l'époque, il y avait un problème qui moi m'intéresse toujours, qui est celui de comment est-ce qu'on rentre dans la recherche clinique, avec deux mondes qui s'ignorent complètement, qui sont le monde universitaire et le monde industriel. Et à l'époque, quand j'étais dans la Silicon Valley, on avait vu débarquer des gens de l'ANPE et de l'association Bernard Grégory qui venaient recruter des biologistes pour l'industrie pharmaceutique. Donc il y avait déjà à l'époque un manque qui était important et il y Mmh, avait des tentatives de venir récupérer des gens comme nous qui avaient une expérience. Mais c'est vrai que ma formation a été assez rapide, donc j'ai fait un biseau d'un mois avec la personne que j'ai remplacée, Claire, qui a été extraordinaire, qui a été mon mentor en fait, avec qui j'ai tout appris. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était extrêmement solide et sérieuse. J'ai dû avoir ma première formation DPC 3 mois après mon arrivée, donc c'était pas et, pas et très en BPC. guise de formation. Et alors j'avais cette spécificité, c'est que je monitorais le Royaume-Uni à partir de la France. Et ma première vraie formation, bah, c'est une visite de communitoring au Royaume-Uni. Et si après, j'ai été lâché dans la nature. Donc, je pense que c'est plus possible de nos jours et c'est très bien. Mais je fais partie de ces générations-là de recyclés. Et c'est Mmh, vrai que de nos jours, bah, il faut un diplôme de bio, il faut une certification en recherche clinique et si possible une expérience. Ce que mmh. j'avais aucun des trois à l'époque. Alors, tu parles de génération de recyclés, mais moi, je le vois beaucoup plus de génération qui a mis vraiment les bonnes fondations. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment les fondations, la réglementation, il y a des postes, il y a tout ce qu'il faut pour bien commencer, pour bien former une personne. Et là, ayant été lâché dans la nature, je pense que ça a servi aux futures générations, de ne pas faire les mêmes erreurs. On apprend beaucoup et à l'époque, la réglementation n'était pas aussi dure, hein. On parle d'une époque où on avait les CRF en papier, triplicate, encore, c'est ce qui fait de moi un dinosaure, mais on a connu ça et c'était intéressant, c'était très formateur. Le fait d'être dans une petite boîte m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en transversal et d'évoluer assez vite, en fait. Et donc, pour, on va passer au début de ta carrière dans la recherche clinique. Quand tu étais ARC, quels étaient donc, tu étais du côté promoteur ou investigateur? Donc moi, j'étais ARC Promoteur? promoteur, mais je travaillais D'accord. pour un labo. Alors j'ai eu de la chance, j'ai commencé en oncologie, ce que la chance que tout le monde n'a pas. Donc je travaillais sur une molécule qui est toujours sur le marché, l'oxaliplatine, qui avait été développé dans le cancer de colorectal et qu'on voulait développer dans le cancer de l'ovaire et ça a été un échec, puis dans le cancer du sein. Mais donc j'étais vraiment côté promoteur à des conditions qui étaient super intéressantes parce que comme on était une petite équipe, on avait vraiment accès à tout, donc j'ai énormément appris. Oui. Et contrairement à beaucoup d'autres personnes que j'ai aidé à trouver du travail, moi j'ai pas eu cette période de deuil qu'on a quand on doit faire le deuil de la recherche. En fait, on a été chercheurs, on se voyait tous professeurs à la fac avec un prix Nobel de biologie à la fin. Donc moi j'ai fait ce deuil-là très rapidement parce que je savais que de toute façon, j'avais aucune opportunité de boulot. Le job qui m'attendait en France, ben, quelqu'un d'autre l'a pris. Et la biologie, enfin tout ce qui était physiologie spatiale était en train était en déclin. Il y avait des postes nulle part. Les Russes avaient fermé les labos. Je voulais pas rester aux États-Unis. Pour moi, j'avais pas de regrets et je voulais passer à autre chose. Donc ça, je pense que ça a beaucoup facilité ma transition. Je le dis souvent à mes étudiants à la fac. J'étais un arc heureux, ce qui est pas toujours le cas. Et moi, je me suis lancé à corps perdu dans mon boulot. Je me suis vraiment impliqué à fond. J'ai essayé de le faire alors, je pense que j'étais totalement obsessionnel, hein. C'était pas en CRO, j'aurais pas survécu 10 minutes. Je faisais de la surqualité à tous les étages. J'essayais de comprendre. Et du coup, j'étais vraiment un arc heureux. Les 2 années où j'étais arc ont été des années finalement de bonheur. Il y avait juste un problème à l'époque, c'est la crainte qu'avaient mes employeurs que je retourne en fait à la recherche fondamentale. L'argument qu'il y avait, c'est vous allez essayer de survivre dans la recherche clinique, le temps de retrouver autre chose, puis vous allez nous quitter. Et là, du coup, ce que j'ai fait pour essayer vraiment de contrecarrer ce truc, c'est de passer un diplôme de recherche clinique, justement. Et j'ai suivi le Sésame, à l'époque, qui était un diplôme de stats. Et je l'ai vraiment fait pour montrer que j'avais fait ma transition, non pas de genre, mais de métier, et que Mmh. je m'assumais totalement dans mon poste d'arc. Et donc, est-ce qu'il y avait quand même quelques points négatifs, dans le métier d'art que tu as observés? Alors pas pour moi,
Alors, ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est que le métier d'art, c'est de la qualité, hein, c'est principalement, donc c'est un métier débile fait par des gens intelligents. Et donc, ce qui compte, c'est l'état d'esprit que vous allez mettre dedans. Si tu pars sur l'idée de faire métro, monito, dodo, ça va être très vite absolument impossible. Par contre, si tu t'intéresses à tes patients, si tu as de bonnes relations avec tes centres, et moi j'avais des relations absolument exceptionnelles avec mes centres parce que je m'impliquais beaucoup dans cette relation. J'investissais beaucoup, non pas de manière, par calcul, mais parce que je m'intéressais réellement à mes centres. Et par exemple, au Royal Marsden, où je monitorais en Angleterre, il m'avait même filé un surnom. Et j'étais le seul arc, et c'est le plus grand centre d'oncologie anglais, j'étais le seul arc qui avait le droit de monitorer dans le bureau des infirmières de recherche clinique. Donc je pense que ce travail relationnel, je suis quelqu'un qui est assez ouvert, donc j'établis des relations assez rapidement, m'a été beaucoup utile et j'y ai pris plaisir. Et puis j'avais cette chance extraordinaire de monitorer à l'étranger. Alors quand on a deux jeunes enfants, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment partager le boulot avec son conjoint. Mais le fait de pouvoir voyager, alors que j'ai un très mauvais bilan carbone, faut le reconnaître. Mais à l'époque, je voyageais beaucoup. Je prenais l'Eurostar pratiquement tous les mois. Je prenais l'avion pour aller au Royaume-Uni. Moi, j'y trouvais beaucoup d'intérêt et j'en profitais d'ailleurs pour éventuellement visiter. Je me contentais pas d'aller en monitoring. Je m'intéressais aux villes dans lesquelles j'allais. Éventuellement, si j'avais du temps, je visitais les musées. Donc moi, j'étais un arc extrêmement heureux. Et bon, il y a toujours des côtés un petit peu enquiquinants au niveau de qualité, machin autre, mais en fait, ça fait partie du métier et on le fait. Et puis, je pense que ce qui était certainement le plus motivant pour moi, c'était quand même les patientes. C'était très très dur. C'était un essai clinique, le premier sur le cancer de l'ovaire, donc 50% des patientes sont décédées avant la Ouais. fin de l'essai. Et émotionnellement, c'est quand même assez difficile à absorber. Mais Comment tu as pu gérer ça émotionnellement? Parce que moi, c'est quelque chose qui honnêtement, j'avais choisi le côté, promoteur, c'était une évidence pour moi. À chaque fois, il y a des étudiants qui me posent la question: Nawel, comment choisir? Je ne sais pas, j'hésite entre arc, investigateur, promoteur, comment je fais?» J'ai dit, «Pour moi et toi, comment tu as choisi?» J'ai dit: «Moi, c'était une évidence. Je me voyais mal, travailler, dans un service avec des patients avec qui j'ai de l'interaction». Surtout, voilà, un cancer, on va dire, au stade terminal, et juste après, ils sont décédés la semaine d'après. J'aurais mal vécu la chose, je pense, hein, me alors, connaissant. ouais. Donc promoteur, c'est des et Alors, même en lisant sur un dossier médical, ça touche quand même. alors, Imaginons, le contact, physique, enfin le contact patient, parler avec lui, avoir de vraies interactions, je pense que c'est pire. Donc vraiment, chapeau à toutes les personnes et respect à toutes les personnes qui font ça parce que c'est très, très dur. non, moi, j'ai pas eu ce problème, Nawel, parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'hôpital. Que j'étais secouriste réanimateur déjà, donc j'ai travaillé au SMUR, donc des patients j'en ai vu, et j'ai fait des boulots d'été à l'hôpital comme infirmier, même si j'avais pas les qualifications. J'ai fait pendant mon service militaire, j'étais auxiliaire sanitaire, donc moi j'ai ce contact patient, je l'ai Oui. toujours eu, et j'y suis habitué. Ma première sortie en SMUR, c'était un bébé qui convulsait plus d'ailleurs, donc ça a été assez dur à vivre, mais je pense qu'on s'y habitue parce qu'on sait qu'on est en train d'essayer de faire du bien. Donc ça, le fait qu'on est en train d'essayer d'aider permet. Alors c'est vrai que moi, du coup, quand je rentre dans un service hospitalier, je comprends tout de suite si ça marche ou pas. Parce Mmh. que comme j'ai bossé à l'hôpital, je le sais. Mais à la limite, le fait qu'il y ait eu un dossier entre moi et le patient, changeait pas grand-chose. Pour moi, le patient était D'accord. toujours là et j'avais vraiment envie que ça marche. Oui, effectivement, c'est le but aussi, hein, et puis c'est le je trouve que c'est l'intérêt et la beauté de ce domaine-là parce que, on fait les choses pour, de très belles causes. Il y a certains arcs qui l'oublient malheureusement, c'est-à-dire qu'on tombe dans la paperasse, la réglementation, les dossiers, les déviations, les queries, voilà, vraiment dans le détail, on oublie l'enjeu, de tout ça et qu'on fait tout ça donc voilà, c'est assez noble je trouve comme, Tout comme, à fait. objectif. Donc après ARC, tu as été, project, manager. Comment tu as fait, quel a été le déclic pour envisager un changement? C'était un peu par hasard Ah ou, non, 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 pas du c'était tout, hein. voulu? Il y a eu un changement de management dans la boîte où j'étais qui m'a fait comprendre que j'étais plus désiré. Il y a eu des problèmes, c'est des choses politiques qui arrivent et donc j'ai décidé de partir. C'est comme ça que je suis rentré dans une petite CRO française qui n'existe plus. En fait, l'entretien était, j'avais postulé pour un poste de directeur des opérations. En fait, j'aurais dû m'occuper des arts. Et pendant l'entretien d'embauche, on m'a signé un contrat de chef de projet. Donc, je suis passé directement chef de projet.
On faisait surtout du late phase, hein, c'était une petite CRO française qui faisait des études de phase 4. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs la phase 4 et le real world. C'était éthiquement parfois un petit peu borderline, et ça a été une bonne expérience. Ça a été ma première expérience de management aussi, puisque j'ai fait une équipe d'arc en dessous. Des gens d'ailleurs avec lesquels je suis toujours en contact, c'est assez rigolo. On a coévolué ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le late stage. Puis après j'ai pareil, j'ai travaillé un peu j'ai été mis en disposition chez YS, toujours pour des problèmes d'organisation. Puis après, ben, j'ai suivi une carrière en partie relativement classique, avec le choix de rester en CRO. Ça, par contre, c'est quelque chose parce que j'ai vraiment apprécié le fait de bosser en CRO. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité. Le Mmh. rythme est beaucoup plus soutenu, ce qui moi me convient. Moi, j'aime bien être un petit peu challengé, donc la CRO m'a plu. Et j'en suis à ma 10e boîte actuellement, donc il y a qu'une seule qui a été en pharma, même si j'ai fait des passages dans les bureaux de Wyeth ou de chez Aventis. Mais j'ai Mmh. vraiment fait le choix d'être en CRO. Et ce qui est rigolo, c'est que petit à petit, je suis devenu sans le vouloir réellement, mais par curiosité, un spécialiste du real world, des études en vie réelle, beaucoup de compassionnel qui moi me passionnait. Et j'étais des fois un petit peu moqué par mes collègues qui me disaient, mais ce que tu fais, c'est pas de la science. Et moi, je me défendais, si, on fait de la pharmacoépie, c'est de la science, enfin, c'est sérieux. Et comme à l'époque, il n'y avait pas d'argent pour faire ces études-là, ben, il fallait travailler avec des bouts de ficelle. Et je fais Ouais. partie de cette génération en fait qui a développé les DCT, ni plus ni moins, parce qu'il fallait manager des sites à distance, il fallait tout faire à distance, il fallait tout faire remote. Et de manière un petit peu imprévue, parce que on n'avait pas vu venir le 21st Century Care Act, on s'est retrouvé en fait à être à la pointe de la technologie qui allait être employée avec les DCT en partie, qui étaient demandés par les autorités de santé. Donc j'ai fait une carrière qui était assez rigolote, qui m'a amené finalement à devenir un spécialiste dans un domaine qui n'intéressait personne et qui est devenu le truc mainstream. C'est comme ça qu'on devient Exactement. un expert, et c'est assez marrant. Et il m'arrive exactement la même chose pour l'IA. Il y a une dizaine Oh, d'années, on est venu me challenger en disant, bah, on peut remplacer la façon dont tu bosses par de l'IA. J'ai rigolé en leur disant, vous n'y arriverez jamais. Ils y sont arrivés. Et donc, petit à petit, bah, j'ai continué à m'intéresser à l'IA parce que de oui, manière extrêmement pratique. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui au poste que j'ai aujourd'hui, où je suis un spécialiste de tout ce qui est e-clinical, données secondaires et IA. Mais je suis ouais. arrivé là par hasard, en fait, et par curiosité. C'est ça, c'est que la curiosité, je pense qu'elle, durant toutes les vidéos, je pense que les personnes qui ont écouté toutes les vidéos d'évolution de carrière, parce que tout à l'heure, je te poserai des questions sur, les compétences et cetera, les qualités d'un arc et c'est vrai que la curiosité est toujours là. Alors parfois, elle est mal perçue par les recruteurs, quand une personne est trop, trop, trop curieuse, comment faire dans ce cas-là? Ou une personne qui Oui. pose beaucoup de questions, qui la concerne pas forcément, mais elle veut en savoir plus. Bah, je pense qu'il faut montrer que c'est une qualité. Donc évidemment, je vais être un peu vulgaire, faut pas passer pour un emmerdeur. Mais je pense que si on est arc et on n'est pas curieux, c'est qu'il y a un Oui, problème, parce qu'on est justement là pour fouiller et essayer de comprendre les choses. Donc moi, j'ai toujours vu comme une qualité. Le relationnel aussi est évidemment extrêmement important. Je pense qu'avoir des bonnes relations avec ses centres, pour un arc, il faut être un petit peu extroverti quand même et curieux. oui, Et ces deux éléments avec beaucoup de rigueur, ce qui est nécessaire, sont ce qui, moi, me permettrait de qualifier un bon arc. Mais j'ai recruté du monde, et je suis plutôt à la recherche de profils atypiques, des gens qui sortent un petit peu du moule. Et je pense que beaucoup de nos boîtes, en fait, ont peur de ces profils-là parce oui. qu'ils savent pas comment les manager. Ils ont peur mais c'est justement ceux qui vont faire des étincelles. Donc moi, j'ai embauché des gens avec des profils qui seraient jamais passés dans d'autres boîtes, et j'ai aucun regret parce il s'est avéré que j'avais fait les bons choix. Donc juste après, donc tu as fait, chef de projet, Ouais. est-ce que tu as mis en place des actions, pour évoluer ou est-ce que c'était, juste tu as Alors, postulé puis on t'a j'ai eu accepté? la chance extraordinaire de passer par une CRO qui n'existe plus, qui fait partie de Syneos, qui était Pharmanet. Et Pharmanet, c'était vraiment la Rolls des CRO qui avait été mise en place par Beslar, qui était le créateur de Covance. En fait, c'est lui qui avait inventé le concept de CRO. Et ils étaient partis sur l'idée que l'élément essentiel dans une CRO, c'est le chef de projet. Et donc, j'ai eu une formation qui était basée sur le PMI, qui a été excellente, hein, qui m'a permis un peu de consolider tout ce que je faisais naturellement, mais de manière beaucoup plus, entre autres en utilisant la méthodologie du Project Management Institute. Donc, j'étais membre du PMI pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça a énormément structuré mes savoirs.
Et après, je me suis retrouvé un petit peu vieux déjà pour reprendre des formations, mais c'est ce que je conseille à tous les jeunes qui démarrent. Essayez de faire des formations qui vont vous servir, comme par exemple le PMI pour être Certified Project PMP, Professional Project Manager, ou le Lean Six Sigma pour les process. Donc il faut profiter du fait qu'on est jeune et qu'on peut continuer d'apprendre en permanence pour continuer à se qualifier. Ça, c'est surtout si on va dans la direction management de projet. Et à un moment, je me suis retrouvé à diriger un PMO, en fait, avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Et à ce moment-là, la méthodologie du PMI a été vraiment très utile puisque j'ai pu l'appliquer et réorganiser le PMO avec cette méthodologie-là. Et durant toute, ta carrière, est-ce que tu as rencontré ou du moins avant d'arriver à ton métier actuel, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des doutes, pendant ton évolution de carrière et pendant tes choix? Et comment tu as pu les surmonter? Alors, je suis pas quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui Oh! stresse beaucoup. Je dirais que globalement, j'ai une évolution de carrière qui était assez intéressante parce que je fais aujourd'hui un métier qui n'existait pas quand j'ai démarré, donc c'est ça qui est Oui. intéressant. C'est j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir dans on va dire les 6 7 dernières années, décider ce que je voulais faire. Et ça, je pense que c'est ce qui arrive rarissime. Et donc, c'est moi qui ai défini par exemple, ma transition vers le data. C'était un choix que j'avais fait. J'étais suivi par ma hiérarchie là-dessus. Et pareil pour tout ce qui est e-clinique, innovation. Donc maintenant, je suis un spécialiste de l'innovation, en fait. Mais c'est des choses vers lesquelles je suis allé naturellement et j'ai eu la chance d'être suivi par mes différentes entreprises. Donc ça, alors, le gros truc, c'est souvent la frustration d'avoir des idées un petit peu avant tout le monde, puis de voir que personne ne les prend. Donc, par exemple, l'idée d'utiliser des centres d'appel comme ceux d'Europe Assistance ou Mondial Assistance pour manager les transports des patients, ben, c'est un truc auquel j'ai pensé il y a plus d'une quinzaine d'années et aucune des boîtes n'a voulu le faire, puis maintenant tout le monde le fait. Donc Mmh. il y a toujours le problème, c'est que quand tu es un petit peu en avance et que tu as les idées, il faut arriver à les imposer et c'est compliqué et ça reste compliqué. Je pense que si on n'est pas capable de supporter la frustration, l'innovation, c'est pas un secteur dans lequel il faut Ouais, rentrer. tout à fait et puis il faut, aussi savoir est-ce que c'est réellement une bonne idée ou est-ce qu'on se on juste, on veut garder l'idée et ne pas lâcher. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à savoir. Et c'est une partie qui est très intéressante dans le boulot, ce qui fait que c'est génial. Et là, tu es un expert en innovation. Si on arrive à ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Et puis, est-ce qu'il y a des avantages, inconvénients? Parce que c'est une grosse responsabilité quand même. Alors en fait, avec le temps et justement à travers mes activités en DCT, je suis devenu un peu un spécialiste de tout ce qui était, e-clinical, donc la technologie qu'on utilise, pour faire la recherche clinique. Donc sachant que la façon dont nous on va être soigné en tant que patient, je pense qu'elle commence à être assez claire avec les projets X-Share, qui arrivent, qui sont imposés par l'Europe. C'est qu'on va centraliser dans un endroit en France, ça va être mon espace santé, les données secondaires, donc les données qui viendront de tous les endroits où on a été traité, les données de nos objets connectés, donc par exemple ma balance connectée, elle va envoyer les données et c'est en train de se faire dedans, et aussi des questionnaires patients. Donc j'ai reçu mon premier qui était d'ailleurs un petit peu assez rigolo puisqu'on me demandait à la fin à l'âge de ma ménopause, donc bon, c'était pas parfait encore, mais on se rend bien compte de la direction et avec tout ça avec de l'IA. Donc en fait, ces 4 éléments, endpoints digitaux, données secondaires, COA et IA, c'est l'avenir de la recherche clinique très clairement aussi. Et comme moi je me suis intéressé à ces 4 choses, bah, une partie de mon job, ça consiste à aller chercher ces solutions qui vont nous être utiles et qu'on va pouvoir utiliser pour aller dans la bonne direction. Donc, choisir les bons dispositifs médicaux pour avoir des endpoints digitaux, trouver des moyens de récupérer les données dans les dossiers électroniques patients ou dans les dossiers des patients. On peut très bien imaginer que dans le futur, un labo se connectera sur mon espace santé avec mon autorisation, bien sûr, et récupérera les données dont il a besoin. Donc, mon travail, ça consiste à trouver toute cette technologie, savoir comment on va bosser et nous orienter dans cette direction. Donc il faut être très créatif aussi pour, donner, beaucoup d'idées. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire moi je fais une veille, technologique et stratégique tous les matins, donc c'est la 1re partie de mon boulot. Ça me prend pas très, très longtemps parce que je suis très organisé, mais j'essaie de humer l'air du temps, de voir ce qui se passe, comprendre le marché. Donc il y a ça, c'est vraiment important à faire et puis après oui, c'est cette difficulté, c'est d'évaluer quelles sont les bonnes idées, les mauvaises idées et donc en général, il faut partir
non pas de l'idée, mais du besoin. Et là, c'est en ça que la démarche est importante. Que des gens qui viennent me proposer des solutions, il y en a tous les jours, et je blague pas, j'ai des contacts quotidiens parce que j'ai été identifié comme la source d'innovation dans la boîte. Et dans 95% des cas, j'ai pas le problème. Donc, j'ai Oui, pas besoin d'une solution pour laquelle j'ai pas un problème. En fait, la démarche, elle est inverse, c'est analyser les process qu'on a. Donc, par exemple, tout le monde sait que le gros problème en recherche clinique, c'est de recruter, c'est le recrutement des patients, arriver à trouver les patients. Est-ce qu'il existe des solutions qui fonctionnent? Et ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a plein de gens qui prétendent faire ce qu'on appelle du patient matching. Donc, tu as plein de solutions où on a accès aux données patients, on va identifier les patients pour les essais cliniques, mais on va pas les recruter. Et le oui, problème de ces solutions-là, c'est qu'elles ne fonctionnent pas en fait. Il manque cet élément, cette relation entre le patient et le médecin qui va faire que ça va basculer. Et ça, c'est très difficile à mettre en place. C'est beaucoup plus compliqué exactement. que d'avoir une simple solution qui dit, ben, je t'ai identifié 100 000 patients, tu payes et puis tu te débrouilles. Non, 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 moi je Oui. paye aux patients recrutés. Oui, c'est vrai que, on peut pas bon, une plateforme peut aider, mais avec l'utilisation du médecin, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va orienter, il y a toujours ce contact-là qui est nécessaire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ces 2 dernières années, il y a beaucoup, de plus en plus de solutions qui proposent la même chose, y compris pour améliorer le recrutement, mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, donc j'arrive pas à distinguer la meilleure. Alors, il y a j'ai quelques préférences parce que c'est les fondateurs sont sympas. Mais sinon, pour les autres solutions qui ont été créées derrière, il y a pas forcément d'impact et puis on comprend pas la différence Ouais. forcément, qu'est-ce qui différencie. Là, on va passer à la partie conseil, donc nos auditeurs, écoutez bien, lâchez tout, posez-vous. La partie conseil et motivation pour les ARC, quelles sont selon toi les options les plus accessibles après un poste d'ARC junior? Traditionnellement, c'est la coordination. Donc, c'est faire de la coordination d'études parce qu'on a le savoir-faire, on peut manager des arcs. Mais en fait, je pense qu'il faut être ouvert, il faut regarder ce qui se fait, surtout dans les grosses CRO ou même des fois dans les petites parce qu'on côtoie d'autres personnes. C'est le moment d'essayer de s'intéresser, d'être curieux à nouveau, de voir les autres métiers. Donc, moi, j'ai vu des gens qui ont démarré comme arc et qui ont fini dans le réglementaire et ils y sont très heureux, très épanouis. D'autres qui font des contrats, d'autres qui font de la PV. Donc en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on est, en fait, il y a une diversité de parcours possibles, éventuellement après de reprendre des études pour faire du data science, mais il n'y a pas de. Donc le parcours traditionnel, naturel, c'est attaché de recherche clinique, coordinateur, chef de projet. Mais il n'y a pas que ça, et je pense qu'il faut être curieux. À nouveau, je fais aujourd'hui un métier qui n'existait pas même il y a 10 ans. Et j'ai créé mon Oui. propre métier. Et je pense que c'est cette chance qu'on a, entre autres avec la technologie et l'IA, qu'on va pouvoir voir apparaître des métiers qui n'existaient pas et qui vont apparaître maintenant. Donc, il faut être curieux, aller vers ce qu'on aime. Je pense que si on sait qu'on va passer 8 heures à bosser pendant la semaine, ben, il faut qu'on fasse un truc qui soit intéressant. Donc, soyez curieux et orientez-vous vers ce qui vous fait plaisir. Exactement et puis merci de mentionner le fait qu'il y a plusieurs options parce que, c'est vrai que parfois c'est par méconnaissance, que les personnes se dirigent quand elles sont novices, elles sont en formation, elles se dirigent systématiquement vers le métier de chef de projet parce que ça sonne bien, parce que c'est voilà, c'est chef. Hein. Mais il faut aussi aimer parce que ça a ses avantages et inconvénients et aussi il y a pas que ça et puis je pense que c'est bien de pouler son parcours, je dis n'importe quoi, une personne qui a fait, pharmacie par exemple, qui a des connaissances en pharmacovigilance et cetera. Je la vois très bien, après un passage, enfin quelques années d'expérience, en recherche clinique en tant qu'ARC, faire peut-être une petite formation pour, voilà, une mise à niveau et passer, du côté pharmacovigilance. Donc il faut, je pense, composer aussi avec son profil et ne pas faire que 36 000 formations. Là, tu as parlé aussi d'innovation et cetera, de créer son métier. Pour les personnes intéressées par l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, l'intelligence artificielle, c'est comme le vélo, faut pratiquer, je pense. C'est la meilleure façon de faire. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. En fait, je suis pas un data scientist. Et je pense pas que j'ai le courage de me mettre à apprendre Python maintenant, même si ça m'amuserait. Mais en fait, il faut utiliser. Alors, il faut comprendre plusieurs choses. Alors, la première, c'est la peur d'être remplacé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis quelques années, surtout de la part des ARC ou des assistants. On est dans un milieu qui est réglementé, comme le nucléaire et l'aéro, et je le dis tout le temps. Donc, à la fin, c'est toujours la responsabilité de l'humain. Ce qui fait que certes, on va peut-être pouvoir réduire le nombre de personnes, mais on aura toujours besoin d'un humain pour valider derrière le résultat.
Ce qui fait aussi que ça rend l'utilisation des larges modèles de langage, les LLM, comme ChatGPT, extrêmement dangereuse à cause des hallucinations. Donc on est dans un secteur où on ne peut pas se permettre de générer des fausses données. Quand on emploie les LLM, alors pour les LLM, moi ce que je conseille de faire, c'est et c'est ce que je conseille à mes collègues, interroger, utilisez-les parce qu'ils sont utiles. Et là, avec les dernières versions, il y a une évolution qui est complètement extraordinaire avec des choses qui sont vraiment extrêmement puissantes. Utilisez-les sur des sujets où vous êtes expert. Si vous êtes un expert en foot, interrogez-les Oui, sur le foot. Si vous êtes un expert en bouffe, comme moi, interrogez-les sur la bouffe. Et très vite, vous allez voir apparaître les premières alus. Et là, vous allez comprendre les limites. Ce que ça peut faire, ça fait très très mal les listes. Il y a plein de choses que ça ne sait pas faire. Le gros danger des LLM, c'est que en fait, ces modèles de langage, c'est des modèles statistiques. C'est pas du tout intelligent, c'est juste de la création à partir de statistiques. Donc en fait, c'est pas du tout créatif. Ça va tendre à donner la réponse la plus probable, qui n'est pas forcément ce que fera un cerveau humain. Donc ça, faut oui, aussi le comprendre. Donc ça a une tendance à neutraliser un peu l'intelligence qui est dangereuse. Donc il faut savoir s'en passer. Donc il faut savoir les utiliser. Il faut comprendre les dangers. Il faut aussi savoir ne pas les utiliser pour maintenir le cerveau actif. Donc c'est un petit peu les conseils que je donne. Et j'utilise des LLM tous les jours. J'en utilise plusieurs pour comparer les résultats. Ça oui, c'est rigolo de voir il peut y avoir des résultats, des résultats qui sont très très différent. différents, même si ça va. Mais il faut en comprendre les limites et savoir que les LLM pour nous, sont dangereux parce qu'ils peuvent nous mettre dans des situations, on va fournir des mauvaises informations. Donc nous, les outils d'IA qu'on développe chez Icon, des outils qui sont extrêmement centrés sur une tâche, par exemple organiser le TMF, faire des Oui, prédictions, faire ce genre de choses. Et c'est souvent du machine learning. On peut utiliser les LLM pour extraire de l'information et faire du codage parce que ça, ils le font très bien. Mais après, il y a du machine learning derrière qui permet de s'assurer de que le modèle est explicable, ce qui n'est pas le cas des oui, LLM, et de montrer en fait qu'il est valide. oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait, pas mal de d'IA, voilà, des LLM créés dans la rédaction, médicale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plutôt pertinent? Est-ce que tu as pu en C'est tester? c'est totalement pertinent en effet. Alors il y a 2 professions là, si on veut donner des conseils à des enfants où il faut pas aller, c'est traduction et rédaction médicale, parce que tout ça va être fait par de l'IA, encore plus chez nous. Alors déjà on voit que en littérature, il y a des journaux qui n'acceptent plus de nouvelles ou d'histoires parce que tout est créé par l'IA. Et c'est très difficile à voir. Nous, dans notre cas, par exemple, chez Icon, dans une traduction, il y a toujours trois phases, c'est toujours en trois phases, la langue A vers B, B vers A avec la back translation, et la dernière A vers B. Les deux premières chez nous sont faites par de l'IA. C'est aussi D'accord, simple que ça. Donc on a tous les doublons qu'il nous faut en langue. Donc on va 3 fois plus vite, on est 3 fois moins cher. Il est clair qu'une boîte de traduction qui n'utilisera pas les outils d'IA, elle est morte. Pour nous, l'IA oui, en tant que CRO, en tant que boîte de prestation, c'est une question de vie ou de mort. C'est d'accord, notre compétitivité qui est en jeu. Et ensuite, ben, la rédaction médicale, oui, on en est au début. Nous, on utilise alors, il y a des boîtes françaises qui sont très à la pointe, comme une boîte comme Iseop, pub gratuite, qui fait la rédaction des dossiers de soumission. Ils sont très très en pointe avant tout le monde, mais j'ai l'absolue conviction que d'ici 2 ans, ça va aller très très vite, puisqu'on a déjà commencé avec les clinical study reports, on va continuer avec les protocoles. Je pense que d'ici 2-3 ans, la totalité des documents qui sont rédigés chez nous seront rédigés avec de l'aide de l'IA, avec une revue finale par un rédacteur médical. d'accord. Donc c'est vrai que ça réduit un petit peu le nombre de places, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'arcs aussi, je dirais plus, voilà, chefs de projet qui vont aller vers le medical writing, mais ça peut être un plus, du coup, de maîtriser, les outils d'IA pour aussi détecter les hallucinations et cetera. Bah, c'est intéressant, hein, de C'est voir essentiel. l'évolution des métiers. Là, ça va très Hem, vite. oui, tout à fait, donc accrochez-vous bien. Alors pour, les compétences, quelles sont alors tu as parlé du fait d'être curieux et cetera. Est-ce que tu as 2 autres compétences, qu'un arc devrait absolument développer pour évoluer? Très clairement, donc il va savoir pardon, utiliser la techno. Et donc ça, c'était déjà le cas avant, puisqu'on passait notre vie avec nos téléphones portables, nos Oui. ordi. Enfin, moi, j'ai eu les premiers téléphones portables en recherche Lydic dans ma première boîte. C'était vraiment Mmh. le début. Et la première fois qu'il a sonné, d'ailleurs, c'était dans la machine à rayon X de l'aéroport. Donc, Super. il faut devenir, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, devenez des experts, des vrais experts en technologie. Vous contentez pas d'utiliser les fonctions basiques d'Excel, d'Outlook ou de Word. Devenez vraiment des Mmh. experts. Sachez utiliser ces outils. Ça n'a pas changé.
sachez utiliser l'IA, sachez, enfin, il faut vraiment, c'est comme pour le voyage. Quand on est attaché de recherche clinique, on devient un voyageur professionnel. Il y a des choses à savoir pour devenir un voyageur professionnel, pas avoir de problème, savoir se débrouiller. J'ai jamais raté Oui, un avion de ma vie, par exemple. Et il faut devenir un professionnel, en fait. Et de l'autre côté, ce qui est extrêmement important, ben, c'est ce que l'IA pourra jamais remplacer. Ça va être la créativité. Et ça, l'IA sera jamais créative. Et surtout le relationnel. C'est-à-dire la relation avec les centres, avec moi, ce que je confie toujours, enfin, ce que je fixe comme objectif pour un arc, c'est quand il arrive dans le centre, ben on l'appelle par son prénom et c'est pas l'arc de la CRO qui débarque ou l'arc de l'étude. Donc c'est oui. vraiment faire cette différence pour qu'il y ait cette relation humaine de confiance avec le centre qui fasse que si un jour il y a un problème, on n'hésitera pas à être prévenu, on verra des choses. Donc c'est vraiment cet aspect humain qui est très important et cet aspect technologique aussi. Donc c'est ces deux choses qu'il faut savoir maîtriser. D'accord. Ça répond aussi à ma question sur, quelles sont les actions à entreprendre. Donc il faut se former, il faut essayer de développer ses, soft skills, ses hard skills également. Hem, Dernière petite question par rapport à toute, ta ton histoire professionnelle. Si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours? Est-ce que tu ferais, certaines choses différemment et pourquoi? Et alors, je pense que je changerais rien. Alors d'abord, les choix sont limités. En fait, tu choisis pas toujours. De la C'est même vrai. manière que j'ai pas choisi mon sujet de thèse, j'ai Oui. pas choisi réellement de faire du cancer de l'ovaire quand j'ai démarré. Alors, à mon grand regret, j'ai jamais fait d'études d'ostéoporose, ce qui était censé être ma spécialité. Donc, toi, tu choisis pas. Donc, tu as toujours cette part stochastique dans ta carrière où c'est pas toi qui as choisi les boîtes dans lesquelles tu vas. Souvent, tu qu'un choix au lieu de deux, ainsi de suite. Autrement, non, je changerais rien. Je pense que j'ai la chance de faire un métier extraordinaire. J'ai la chance d'enseigner à l'université sur la base du volontariat, donc ça c'est génial aussi. Donc je changerai absolument rien à ce que j'ai vécu. J'ai été un arc heureux. Je regrette pas cette période comme étant une période de transition, d'apprentissage, un peu comme quand à l'armée on fait ses classes. Ben là j'ai fait mes classes en étant arc. Et j'ai aimé, j'ai passé et ça m'a donné plein d'idées pour la suite. Et après non, je regrette aucun de mes choix et j'ai pas l'habitude d'avoir des regrets. Et je pense que si je devais redémarrer justement, peut-être que j'irais encore plus tôt dans le real world et dans l'IA et où Oui. j'apprendrais j'aurais une formation de data science il y a 10 ans parce que je savais. Mais non, non, je regrette rien. D'accord, bah, écoute, c'est parfait, hein, là c'est vrai qu'on bon, on a discuté, hein, en plus de ce podcast-là, on a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on sent la passion. On voit que tu es enfin, j'ai vu tout de suite que tu es un passionné. Tu Il faut noter aussi qu'Alexandre, il est conférencier également, donc il intervient dans plusieurs événements, il fait partie de l'AFCRO, des organisateurs, hein. Le CRO également, c'est le CRO, hein, c'est ça? Le CROF, Le c'est CROF, la pardon, European CEO Federation et je c'est fais partie ça. du comité d'organisation de la conférence qui va avoir à Amsterdam. Donc, c'est une conférence sur la recherche clinique. Alors ça, c'est aussi un autre conseil. Quand vous êtes curieux, acceptez de faire des trucs bénévolement Oui, pour lesquels vous avez appris, vous n'êtes pas payé. Pour moi, ça a été le retour sur investissement. C'est comme l'enseignement à la fac. D'ailleurs, il y a un retour sur investissement qui est colossal parce on apprend beaucoup de choses, on crée son réseau. C'est un temps qui nous est rendu au décuple. oui et le réseau est très, très, très important. Là, je parle vraiment aux personnes qui sont en train de se former et qui cherchent un stage, par exemple. C'est la plus grosse difficulté. Je pense que trouver un stage est plus difficile que trouver un emploi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à chaque fois, le démarrage est compliqué. Il y a des personnes qui ne savent pas par où commencer. Ça ne marche pas, ça ne voilà, donc moi, je conseille à chaque fois les candidatures spontanées, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils, Ah, pour moi, un dernier petit allez sur mon profil LinkedIn, j'ai créé un long article sur comment pimper son profil LinkedIn, parce qu'il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui regardent les profils LinkedIn, donc il faut qu'ils soient en anglais par exemple. oui, Donc moi j'ai écrit justement à la force de, comme on me posait toujours la question, j'ai écrit deux articles, sur le profil LinkedIn, parce que j'y croyais pas non plus. J'ai eu une formation par une boîte de formation je suis revenu une deuxième fois parce que j'avais pas pris cette note la première, et effectivement ça m'a multiplié probablement par 10 le nombre de vues de mon profil. oui. Je me suis même fait un petit peu gronder par un de mes enfants à qui j'avais pimpé son profil LinkedIn. On n'arrête pas de m'appeler pour me proposer du boulot. Je dis, mais c'est le but. Donc ça Mais c'est marche. une bonne chose.
Et après, il y a une méthodologie. Alors le problème, je pense, il est double. Le problème, c'est l'ignorance. On ne sait pas vers quoi on va. Il Mmh. faut comprendre les règles, hein, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça, il y a très peu de modes d'emploi. Donc ça, c'est ce que je donne aussi, comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire. Et je vais être un petit peu méchant sur certains organismes de formation. Je reçois énormément d'appels, c'est pratiquement quotidien, de gens qui sortent d'une formation, et bon, je ne les citerai pas, mais qu'on a relâché dans la nature pour après trouver le stage. Or, il y a une méthode pour trouver un stage, pour se faire connaître, pour comprendre pourquoi est-ce que le CV doit être en anglais, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre que le CV sur les grosses boîtes, il va être lu par des bots, donc il faut qu'il ait un formatage particulier. Donc toutes ces choses-là, elles ne sont pas naturelles, il faut aller chercher l'info. Oui, tout à fait. C'est vrai je pense que dans toutes les formations, il y a une partie, insertion professionnelle et cetera, mais je pense que i ce n'est pas forcément suffisant. Il faut aller un peu plus loin et faire un accompagnement un peu plus poussé. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, c'était très, très, très intéressant. J'espère que ça a intéressé aussi, nos auditeurs. Merci, à tous, d'avoir, écouté jusqu'au bout. Merci encore une fois Alexandre et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.